va commencer à 13 heures, alors juste quelques minutes. Je vais mettre quelques... Ah, voilà, ok. Junior, je vais être là dans une seconde. Je vais juste mettre ça. Oh, voilà, je vais mettre ça et puis... Hmm. Pin, pin, there we go. Ok, Junior. On attend Junior, je pense qu'elle vient. Ah, voilà. Bonjour Junior. Salut. Salut. Ah, et c'est parfait, c'est 13 heures. Alors, voilà, on peut, on peut commencer. Je vais se Ah nettoyer. oui, l'écran, ça va? Ok, très bien. Bonjour Junior. Salut. Oui, et alors on va commencer parce que c'est 13 heures. Je pense que les personnes vont venir et puis on va voir comment ça va aller pendant la prochaine demi-heure. Alors, bonjour et merci de vous rejoindre à nous. Je suis Jonathan Shaughnessy, conservateur associé en art contemporain au Musée des Beaux-Arts du Canada. Merci d'être ici à nous, pour rejoindre avec Pause Café MBAC, une série hebdomadaire sur Instagram Live avec les conservateurs du musée et leurs invités, juste à temps pour votre café après lunch, peut-être après dîner. Nous serons ici à chaque deuxième jeudi pour l'été, à 13 heures en français. Alors, pas chaque semaine, on va maintenant faire chaque 2 semaines en français et aussi en anglais à 3 o'clock in English, every 2 weeks. Alors, servez-vous une tasse de votre breuvage favori et joignez-vous à nous. Aujourd'hui, on invite ma chère collègue Junia Georgi, chef de design au Musée des Beaux-Arts du Canada. Alors, bonjour Junia. Oui. Et je vais juste faire quelques renseignements avant, les renseignements utiles avant de commencer. Nous allons discuter pour une vingtaine de minutes ou un peu plus. Et après, on peut voir s'il y a des questions parmi vous. Alors, je vais aussi commencer pour dire que je ne sais pas où vous vous retrouvez, mais pour moi, c'est ici à Ottawa, même que le Musée des Beaux-Arts du Canada, qui est sur le territoire des peuples et de la nation algonquin. Et je reconnais le lien sacré de longue date, l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Je remercie toujours les gardiens de ce territoire et tellement belle région du monde, ici dans la région. Alors, maintenant, pour Pause Café cette semaine, on a décidé d'inviter Junia parce qu'on a pensé qu'à l'occasion de la réouverture du musée le 18 juillet, il faut dire que le 16 juillet, pour les membres du musée, le musée sera réouvert après notre fermeture. Et c'est toujours possible de devenir un membre du musée avant cette date-là. Alors, le 16-17 juillet, le musée sera ouvert pour les membres et puis après ça, après le 18 pour le public. Alors, on a pensé, Junior, que ce serait important de parler avec toi au sujet de tout le travail qu'il y a à faire pour les préparations, pour assurer que le public et nos collègues vont avoir une expérience sûre et agréable dès le retour. Le département de design est essentiel à ce projet, je sais, parce que je suis sur un comité avec vous qui fait le travail pour la réouverture et je sais que design et nos collègues dans les services aux visiteurs, c'est vraiment une discussion très, très proche maintenant, je suis certain. Et alors, je vais demander à toi, Junior, de décrire un peu les défis et le travail que tu fais présentement dans quelques minutes. Mais juste pour vous dire un peu de détails sur le réouverture, je vais aussi dire que la boutique va aussi réouvrir et je sais que mes collègues, nos collègues dans la boutique sont très excités pour vous accueillir et aussi on a quelques nouveautés. Alors, la publication de l'impressionnisme au Canada, cette exposition qui était en Europe, qui va venir au musée, ça c'est une nouvelle publication qui sera disponible après le retour. Et aussi, bientôt, nous allons prendre les préventes du catalogue pour Aberdaconé, qui sera disponible cet automne. Mais je ne sais pas si ça va être dans quelques semaines, mais le catalogue sera
disponible pour pré-vente. Et je dis ça parce que c'est important, parce que ça serait un catalogue très, très utile et très belle, j'imagine, mais aussi Sakaran, qui était la première exposition qu'on a fait. Aberdaconé, c'est le deuxième de ces séries d'expositions sur l'art autochtone global. On ne peut pas acheter encore. C'était tellement populaire. Alors, il faut vraiment prendre note de la publication de Aberdaconé. Alors, voilà. Mais Adjunia, Oui. merci pour Non, tous c'est bien. ces renseignements. Mais je pense que c'est OK, parce que moi, je te connais. Ça fait 4 ans, je pense, qu'on travaille ensemble au musée. Concept Et tout, tu vois. oui, et c'est une grande position au musée, le chef de design. Je sais que c'est une position qui est vraiment liée. Pour moi, je connais le travail que tu fais et tes collègues en design avec les conservateurs parmi les expositions, qu'on a planifié les expositions. On va parler de tout ça. Mais je sais que pour toi, c'est un travail beaucoup plus grand que ça parce que tu es toujours en dialogue avec les différents départements du musée. Mhm. Mais avant qu'on parle de ça, je veux qu'on connaisse un peu plus de ta formation comme Mhm. architecte, comme designer, et peut-être ce que tu as fait, c'est difficile, on dit tout, je veux toujours dire vous, Ouais. mais de ce que tu as fait avant de venir au musée il y a 4 ans. Oui, donc comme tu dis, j'ai fait ma formation en architecture à l'Université McGill, donc mon baccalauréat et puis ma maîtrise en architecture à l'Université McGill. Il y a un petit bout. Et puis, j'ai aussi travaillé comme designer d'éclairage. Donc, j'ai beaucoup appris sur l'éclairage architectural à la suite de mes études. Chose très technique et très, très, très intéressante et très liée, en fait, au design d'exposition et puis de muséal. Et puis, j'ai aussi travaillé comme designer d'exposition. Donc, le rôle que la plupart de mes collègues font aujourd'hui au musée, dans le département de design. Mais j'ai fait ça au Centre canadien d'architecture à Montréal, donc un musée et puis un centre de recherche fondé par Phyllis Lambert, Mhm. idole Oui, oui. architecturale, ainsi que pour plus récemment, avant de venir au musée, au Art Institute of Chicago, donc un des trois, ou le deuxième, je pense, plus large musée aux États-Unis, où j'ai travaillé avec des collègues extraordinaires sur le design d'exposition de tous les départements, donc de Oui. l'art européen à l'art asiatique, à l'art contemporain, en architecture et design, ils ont un département d'architecture et design, etc. Donc voilà, c'est ça mon parcours. Et puis j'ai toujours adoré les musées, donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans des musées quand j'avais 19 ans, quand j'étais aux études en fait, comme guide éducatrice. Et puis c'est Ah là oui. où j'ai trouvé mon amour au CCA. Ah, OK. Mais c'est là où j'ai trouvé mon amour pour les musées. Et puis j'ai découvert qu'il y a ce monde qui existe, qu'on nous avait pas nécessairement dit quand on était à l'école d'architecture, qu'on pouvait travailler dans des musées en tant que designer, en tant que quelqu'un qui a étudié en architecture. C'est intéressant, Junior, parce que je sais qu'on va parler de l'expérience de visiteur un peu plus tard, mais est-ce que, comme guide, parce que moi aussi, pour un tout bout de temps, j'étais un guide avant de devenir conservateur quand je faisais ma maîtrise. Et est-ce que c'était de l'expérience qui maintenant est agréable pour ton travail, comme juste d'être front of house un peu? Euh, Ah, j'ai un amour pour tout ce qui est éducation et puis visiteur. Je mhm, pense qu'il est beaucoup connecté à ça. On on avait aussi l'opportunité au Centre canadien d'architecture de développer des programmes éducatifs de zéro à la livraison. Donc, ça m'a vraiment permis de travailler avec de jeunes à des adultes de tout âge. Et puis, ça fait vraiment en sorte euh, il y a, je pense, une attention aux visiteurs qui reste. Et puis, il faut toujours se rappeler justement qu'on travaille pour mhm, tout ce qu'on fait, c'est pour les visiteurs, c'est pour oui, le public, c'est pour la communauté. Donc, je pense que commencer comme éducateur dans un musée, ça permet ça. Et puis, ça donne aussi, je pense, euh, une vision un peu ludique du travail oui. qu'on fait. Ça nous permet d'être un peu plus playful, plus ludique dans notre travail.
Oui, et Junior, on pourrait parler, probablement, on ne va pas, mais pour tout le demi-heure sur vos projets avec Éducation au musée, parce que je sais Mhm, pour Clé, par exemple, mhm, je sais mhm, que tu as vraiment développé un programme très hands-on et tout ça pour les visiteurs, pour les enfants, pour les mhm, adultes. mhm, Je sais que c'est vraiment une grande préoccupation pour toi, mais avant COVID, avant la fermeture, avant que le monde a changé, comme ça a changé. Je sais qu'un de tes grands projets était le mouvement du billetterie mhm. au musée. Peut-être tu peux décrire ça parce que je pense que on va commencer, c'est quoi vraiment le travail de design dans le musée, Mhm, mais ça, c'était un projet, peut-être ça semble être simple, juste mhm, déménager le billetterie, mais je pense que c'est plutôt une philosophie par rapport à le visiteur et le musée que vraiment toi et je sais Sacha Souda, notre directrice, avaient discuté tout ça quand elle est arrivée. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? mhm. Oui, donc en fait, la vision que Sacha, notre directrice, a amenée au musée, ça fait maintenant plus qu'un an qu'elle est avec nous, mais l'été passé, elle avait cette vision de vraiment rendre nos espaces publics, ou ce qu'on décrit comme espace public, donc nos espaces intérieurs, mais pas une galerie, pas un espace, pas une salle, rendre ces espaces-là un peu plus, mais ouverts en fait au public. Dans le passé, il fallait payer pour le billet juste quand on rentrait dans le musée, chose très normale dans la plupart des musées partout dans le monde. Mais on voulait vraiment rendre, comment on dit en anglais, democratize, démocratiser un peu ces Oui, oui. espaces et puis intégrer des installations d'art dans ces espaces-là. Donc, en déménageant la billetterie, non seulement ça a permis au conservateur d'Abadakonné d'installer des œuvres magnifiques et Mhm. magiques dans tous nos espaces publics, euh, qui, pour moi, ont rendu le bâtiment, mais il chante d'une façon qu'il n'a jamais Oui. auparavant, au moins pour moi. Pour Et les ils seront autres, là après le retour parce que Abendakoné, tous les espaces, les sculptures dans ces espaces vont rester. Et puis exactement, Abendakoné, il faut dire que ça va, l'exposition va réouvrir le 23 juillet. Alors ça va exactement. réouvrir, mais juste une semaine après, on va préparer un peu plus pour ça. Oui. Exactement. Et puis, en fait, quand on a pris cette décision que l'Abadakone continue au-delà, je pense que les employés, on était tous ravis de Mhm. pouvoir, après 3 mois de fermeture, de pouvoir représenter ou avoir une belle clôture, en fait, à cette exposition-là. Et puis, donc voilà, c'était vraiment une façon de rendre l'espace et puis rendre l'expérience du visiteur plus chaleureuse. En notre motto, en fait, c'était Art Before Experience. Donc, Ah oui. Art Before Transaction. Donc, il Ah fallait oui. voir l'art avant d'avoir une transaction financière, en quelque sorte. Non, c'est Donc, bon. Oui, OK, c'est un c'est bon. ça. Moi j'ai pas entendu cette Oui, slogan, mais c'était oui, comme un c'était working ça. guide pour toi et ton département. C'était un peu le guiding Ouais. principle. Et puis, je dirais, c'était pas juste pour nous parce qu'on on n'aurait pas pu faire ça sans tous nos collègues, Visitor Services, donc le service aux visiteurs, et puis notre département de la gestion du bâtiment, etc., pour pouvoir rendre l'espace vraiment. Et puis, en fait, nous, pas nous forcer, mais nous pousser à l'intérieur de penser différemment aussi. Parce que ça fait plus que 20 ans que la billetterie était là où elle était. Oui. Donc, Oui. repenser tout. Non pas Oui. repenser seulement l'esthétique du design, mais repenser comment que le visiteur rentre, c'est quoi son expérience, etc., etc. Et ça, c'est intéressant. Je sais que notre collègue, notre cher collègue Jamie Morse vient de rejoindre. Et je sais quand on parle de... Parce qu'elle était très... elle travaillait beaucoup avec Nango sur Oui, l'installation qu'on discute maintenant. Mais je sais, juste cette décision qui, pour design, c'est un peu pratique, on pourrait dire, de cette façon de design, c'est juste et très... oui, il faut bouger quelque chose, mais ça met en action toutes les discussions du musée qui les résultats sont. Je sais que c'était vraiment holistique jusqu'à nos services techniques avec nos oui. installations, à nos éducatrices et éducateurs, tout ça. Oui, alors je pense que et je vais continuer avec juste pour
demander, parce que pour moi, c'est intéressant. Je travaille comme conservateur avec les designers quand on fait une salle. On va travailler avec l'espace, peut-être sur les catalogues, les choses comme ça. Mais pour moi, je ne sais pas tous les travaux que toi, il faut faire dans le musée à chaque de jour en jour. Mais est-ce que comme ça, peut-être tu peux décrire un peu ta journée, mais après COVID aussi, qu'est-ce qui a changé pour toi et tes collègues? Parce que je sais que on va revenir, mais c'est différent. Et puis, on avait 3 mois qu'on est toutes rendues à la maison. Oui. Donc, en fait, c'est pas mal, c'est drôle ou c'est intéressant. On est un des départements qui ont des besoins technologiques ou d'informatique qui sont assez forts. Donc, on a dû tous bouger nos ordi chez nous parce qu'on a des ordi qui ont besoin de beaucoup de puissance de mémoire et de graphique, de carte graphique. Donc, ça, c'est une de nos réalités qu'on a dû faire la première semaine. Par contre, le travail, une journée normale n'existe pas. Je pense qu'elle n'existe pas pour personne. Mais c'est super intéressant parce que on a un département qui touche un peu à tout. Donc, on touche non seulement au design d'exposition 3D, mais aussi au design graphique. Donc, cela veut dire que les discussions sont vraiment... il y a une discussion qui peut virer du 3D au 2D. Donc, par exemple, hier, j'avais une discussion sur le projet de design urbain par rapport à la capitale nationale. Ah oui. Le projet de la Pointe Nepean, donc la rénovation qui va prendre place dans les prochaines années, qui va connecter Major Hills Park à notre backyard, en fait, je dirais à notre jardin. Donc, ça va être une passerelle piétonne super intéressante. Donc, ça, c'est le macro, c'est ce genre de projet-là qu'on travaille. Mais en même temps, en parallèle, je dirais, on travaille sur des expositions. On travaille aussi sur les comités pour revenir au musée, donc pour le Back to Business. Mais des fois, et puis on travaille beaucoup, par exemple, sur des processus, donc des choses, comment est-ce qu'on peut développer des expositions avec nos collègues dans le département d'exposition, comment est-ce qu'on peut développer des meilleurs processus pour travailler ensemble, pour innover, pour faire nos budgets. Donc, ça varie énormément, Et je pense qu'il faut dire aussi, parce qu'on est tous à la maison, je sais que on est tous chanceuses, très chanceuses d'avoir le travail à faire, je sais, et d'avoir le travail à ce temps-ci. Mais juste pour dire que le travail ne quitte pas, comme on a Rembrandt, qui est l'exposition de l'été prochaine. On a d'autres expositions qui se développent toujours. Est-ce que ça continue? Comment est-ce que tu continues de travailler avec les conservateurs, avec d'autres collègues, nos gérants, les gestionnaires des expositions, tout ça? Est-ce que ça continue très bien? Ça continue très bien, ça continue très fort. On est devenus tous des experts, je pense, à faire du screen sharing sur Teams. Et puis, dans mon équipe, les designers dans mon équipe travaillent très fort et très étroitement avec les conservateurs. Et puis, on a des rencontres. Moi, personnellement, je vois mon équipe au moins une fois par semaine, sinon plus, chacun individuellement pour parler de tous nos projets, pour continuer ça. Et puis, eux, de leur bord, ont une expérience énorme sur le design d'exposition et puis ils travaillent très, très étroitement avec tous les conservateurs. Donc, par exemple, Ellen Chodjokas, qui travaille sur l'exposition de Rembrandt, travaille très étroitement avec nos conservateurs sur ça. Et puis, voilà, donc le travail est différent parce qu'on doit travailler différemment. Par exemple, un détail très, très simple, mais très intéressant, au musée, dans nos espaces curatoriaux, comme tu sais, Jonathan, on a notre design studio. Donc, un espace très large où on peut accrocher des choses au mur, voir tout ça ensemble, regarder les plans, regarder les maquettes physiques au besoin. Maintenant, tout est sur l'ordi. Donc, nos façons de travailler ont changé, mais l'équipe est très, très forte. Et puis, on était bien préparés à travailler sur le 3D. Est-ce que tu penses que, et peut-être c'est juste pour notre musée, mais d'autres, peut-être avec tes collègues, si tu parles avec des collègues dans d'autres musées, est-ce que c'est un moment où peut-être les technologies qui n'ont pas été adoptées vont être plutôt adoptées dans ta discipline? Comme est-ce que c'est
chose qu'on peut voir des grands changements, comme après on retourne. Parce que les conservateurs aussi, on peut probablement, nous allons être à la maison un peu plus long que toi, par exemple, ou les techniciens au musée. Alors, est-ce qu'il y a une adoption, tu penses, pour ces technologies qui vont être plus vite à ce temps? Je pense, j'espère que ces 3, 4 mois ou 5 mois vont nous permettre de tester et puis d'innover sur comment on travaille, que ce soit des innovations techniques ou des changements interpersonnels qui vont nous suivre par la suite. Oui. Donc, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on a fait lors de ces 3, 4 derniers mois qu'on va aimer puis qu'on va garder. Oui. Et puis certaines choses qu'on trouve ne fonctionnent pas très bien qu'on va laisser une fois qu'on retourne à la vraie vie. Oui, c'est drôle parce qu'on a parlé de cet atelier dans ton département où on rejoint, on a des maquettes, des galeries. Et moi, quand j'ai parlé avec des étudiants, des fois, j'ai même prendre des maquettes pour les présenter. Et puis, ils sont très, très comme, pourquoi est-ce que tu utilises quelque chose matériel comme ça? Maintenant, on est dans cette ère de technologie et tout ça. Mais l'espace et les objets matériels, de faire une échelle comme ça, moi, je trouve que c'est toujours très, très important. Et il y a quelque chose, et je pense que toi, quand on parlait avant cette discussion, tu disais quelque chose de très, très intéressant au sujet de l'expérience de la visiteur, comme l'expérience virtuelle et l'expérience matérielle. Et maintenant, je pense que quand on retourne au musée, c'est vraiment pour toi, je sais pour moi aussi, c'est vraiment de préserver cette expérience matérielle. C'est vraiment ça l'expérience du musée. Je sais pas, j'oublie exactement ce qu'on discutait, mais tu avais un bon point à dire à ça. Je pense que peut-être c'était lié à cette discussion des groupes de musées que tu es. Ouais. Donc, pour la première partie de ce que tu viens de dire, pour ce qui est du travail, comment on travaille, que ce soit un étudiant en architecture, un architecte ou nous, je pense qu'il y a cet aspect de multiplicité d'options. Donc, utiliser plusieurs façons de regarder la même chose, que ce soit une maquette physique, une maquette virtuelle, un plan, une élévation. Chaque façon de faire nous donne un autre point de vue. OK. Ça, c'est pour répondre à la première partie. Bon. La deuxième partie, je trouve personnellement, je suis quelqu'un qui est très, très, très connecté sur mes réseaux sociaux, sur mon téléphone, sur mon ordi, Outlook, etc. Et puis, c'est comme ça que ça fait des années que je suis comme ça. Mais je dois avouer que comme personne, et puis non pas comme employé du musée, j'ai hâte à aller faire des activités qui ne sont pas digitales une fois que je peux. Par exemple, hier, je suis allée faire du kayak avec mon copain puis avec nos amis. Et puis, on n'a pas utilisé notre téléphone pour 1 heure ou 2. Ça fait du bien de déconnecter. Donc, j'espère que le musée... Et puis, c'est de ça qu'on parle avec plusieurs de mes collègues un peu partout dans le monde comme designer. Je pense qu'il faut valoriser l'expérience physique, l'expérience matérielle. Et puis aussi, on aura cette opportunité une autre fois encore d'avoir une expérience sociale, mais avec des étrangers. Donc, ne pas avoir des Zoom parties, mais aller sur un espace partagé et puis apprécier de l'art et puis juste apprécier, par exemple, le musée, la belle vue du Parlement, aller à la boutique acheter des livres, juste faire des choses qui sont réelles. J'ai très hâte à ça, oui. Et peut-être je pourrais te demander, parce que je sais qu'on veut parler vraiment pratiquement sur les changements, ce que l'expérience de visiteur va être pendant le retour, mais peut-être avant, ou peut-être c'est une façon d'aller là, parce que quand on parle, je sais dans notre blurb pour ce discours, soit tu disais qu'on va parler de la promotion d'une culture holistique de design au musée. Et je pense que je voulais juste demander, qu'est-ce que ça veut dire de la promotion d'une culture holistique de design au musée? Et est-ce que ça veut dire entre les différentes plateformes du musée, soit virtuelles, soit l'expérience physique dans l'espace? Est-ce que tu peux élaborer un peu sur cette vision? Il y a cet aspect-là, c'est certain. Il y a aussi l'aspect du comment, en fait, même si nous on travaille dans nos départements séparés, disons, et puis
même si nous, on essaie de collaborer et puis de faire que l'espace soit, ou l'expérience soit unifiée, euh, il faut toujours se rappeler qu'un visiteur ou quelqu'un qui vient au musée, ils ont une expérience unifiée. Ils ne savent pas ce qui se passe derrière Oui, oui. les coulisses. C'est vraiment une expérience unifiée. Donc, c'est cet aspect d'où, par exemple, comme je disais, je parlais de la Pointe des Pièdes, le musée est sur un site. Les salles de galeries d'expo sont dans un musée. Le contenu sont dans des expos. Donc, c'est comme un oignon, on a toutes les Mhm. couches. Et puis, la Mhm. plus grande couche, c'est notre espace urbain, c'est notre communauté. Et Oui, puis, et puis l'espace virtuel flotte oui, par-dessus oui, tout, comme un nuage. oui. Donc, donc, tout ça, ça fait partie de la même expérience. Donc, comment est-ce que nous, on peut travailler tous ensemble pour avoir des discussions? Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on regarde, par exemple, le parcours du visiteur, euh, comment est-ce qu'on pose les bonnes questions pour s'assurer que l'expérience soit unifiée et puis non pas seulement esthétique et puis belle, parce que oui, c'est sûr que le design graphique va permettre ça. Mhm. Et puis c'est sûr que le design d'architecture va permettre un parcours qui est logique, etc. Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que du moment où on reçoit le masque jusqu'au moment où on part et puis qu'on rentre à la maison, on a cette expérience qui est unifiée et puis qui est confortable. Donc, c'est vraiment, c'est de ça que je parlais Oui, oui. toi hier. Oui, et je pense que c'est important parce que encore, on a les galeries. Pour moi, il faut comme. Je pense que au musée, chaque département travaille avec les autres dans des différentes façons. Mais Oui, pour moi, comme conservateur, on a une exposition, on a une salle d'exposition, on a une nouvelle œuvre d'art qui a été achetée, quelque chose comme ça, qui vient dans la collection. Euh, oui, pour nous, on sait qu'il faut mettre ça dans les salles, les galeries et tout ça, mais je pense que c'est intéressant pour le design. Je trouve que toi, tu es vraiment, toi comme le département, c'est vraiment un lien entre tout ça, même le marketing. Et je pense que, et même le site web et tout ça, et je trouve en ce moment, quand on est tous sur Zoom et on a ce comité de retour au commerce et tout ça, je pense que ces discussions sont vraiment importantes et je trouve pour moi que c'est comme j'ai jamais vu, comme chaque personne dans chaque département va voir tout ce qu'il faut, tout le messaging, tout ce qui est rendu à la public, dans une façon que moi, je pense pas que j'ai jamais vu au musée, mhm, parce que je pense que c'est si important, on peut pas faire des fautes par mhm, rapport à l'expérience du visiteur quand on mhm, retourne. Est-ce qu'on a mhm. pensé à tout et tout ça? Je ne sais pas si ça, c'est ton expérience aussi par rapport à Oui, l'événement. absolument. En fait, donc, comme tu sais, on a créé deux comités pour le retour du visiteur et puis le retour de l'employé au musée. Et puis, mon département travaille très étroitement avec le retour du visiteur et puis aussi un peu avec le retour de l'employé pour tout ce que tu viens de dire. Et puis, absolument, je pense que c'est un travail extra collaborateur qui doit être fait en fait et puis je pense on a bien réussi avec le leadership du service des visiteurs pour Ouais. vraiment s'assurer que tout ça est vu et puis revu. Euh, une de mes collègues, Geneviève Cauchy, travaillait étroitement avec le département de publication pour le vocabulaire et puis le département de marketing et communication ont tout revu pour s'assurer que ça fonctionne pour eux aussi. Et puis après, ce texte-là va être retrouvé sur le site web, donc Ouais. d'avoir cette cohésion. Et puis je trouve qu'on a aussi eu l'opportunité, parce que nous, on ouvre après tous les espaces commerciaux, de voir comment Mhm. que les espaces Ouais. commerciaux, ils ont fait ma première visite à IKEA il y a un mois. J'ai pris plein de photos que j'ai Ah partagées oui. avec le Back to Business. Oui, oui. Donc, c'est ce genre de... Et puis, c'est ça, en fait, que j'aime et puis qui m'intéresse. Et puis, je pense qu'on a beaucoup d'entre nous ont au musée. C'est cet aperçu de comment est-ce qu'on peut apprendre d'autres pour appliquer ces connaissances-là Et à nous-mêmes. oui, et puis je pense, Junia, toi aussi, pendant ce temps, étais sur un comité en Amérique du Nord avec les musées, les designers au musée pour discuter les changements après COVID et tout ça. Est-ce qu'il y avait quelques, quoi, euh, oui, connaissances que tu as appris de ces comités ou quelque chose Mhm, que tu peux mhm, dire? mhm. Oui, en fait, j'ai l'occasion de participer à une rencontre à chaque 2 semaines entre
pas tout, mais je dirais beaucoup, une quinzaine à une vingtaine de musées, la plupart des États-Unis. Il y a nous qui font partie aussi, de tous les chefs ou les directeurs, que ce soit du design ou du design d'expo, du design graphique, ça dépend de chaque institution à sa propre structure, où on parle à chaque 2 semaines. Justement, ça a commencé à cause de COVID, et puis on parle à chaque 2 semaines d'un sujet en particulier. Donc, ça fait à peu près 2 mois qu'on fait ça. Malheureusement, je perds celui d'aujourd'hui parce Oui, qu'on est ensemble, mais c'est pas grave. Merci, Junia, je m'excuse. Ouais. C'est ça. Mais on parle de beaucoup de sujets, et puis on aurait besoin de notre appel d'une demi-heure pour que je t'explique tout. Mais par exemple, accessibilité, communauté. Par exemple, comme beaucoup de mes collègues font partie sont des musées de New York. Donc, il y avait MoMA, Guggenheim, Whitney. Oui. Et puis, eux, ils ont beaucoup parlé du fait qu'ils ont mis du bois, du plywood, pour protéger leurs espaces vitrés et publics des protestations qui a Des eu lieu manifestations. des manifestations, Oui, pardon, OK. Oui. pour protéger l'architecture. Mais comme tu peux imaginer, C'est entre quoi le collègues, message? c'est pas quel est le message. Donc, Oui. on a beaucoup parlé de ça. Oui. Et puis aussi les interventions que des artistes ou des citoyens du monde ont fait sur ces morceaux de bois. Et puis maintenant, la discussion vire vers qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils vont les enlever. Est-ce que ça fait partie de la collection du musée? Est-ce que ça revient au public? Mais si ça revient au public, à qui est-ce que ça va? Ou par exemple, le Brooklyn Art Museum, le Brooklyn Museum, comme tu dois savoir, ils ont ouvert une partie de leurs espaces publics aux manifestants pour qu'ils aient de l'ombre, de l'eau et puis des salles de bain. Oui. Et puis, la plupart de nous, des collègues de l'appel, leur ont demandé comment est-ce qu'ils ont fait ça, quel était le résultat, comment est-ce que la gestion a décidé de faire ça. Donc, c'est des conversations super intéressantes. Je pense que, oui, ça c'est intéressant, et je sais qu'aussi le Queen's Museum of Art avait fait quelque chose. Je pense qu'ils ont même transformé l'espace pour servir de nourriture, pour vraiment aider la communauté. Ce sont des musées qui sont très connectés dans la communauté. Je sais qu'il y a, et en ce temps-ci, je sais qu'on a les discussions dans le musée des Beaux-Arts par rapport à je pense que c'est un moment pour réfléchir, pas simplement avec COVID qui nous donne un peu de temps pour réfléchir, mais je pense avec tout ce qui arrive maintenant, avec Black Lives Matter, pour questionner, mais c'est quoi le rôle d'un musée par rapport à la communauté, par rapport à créer les espaces sûrs pour le musée. Qu'est-ce que ça veut dire? Sûr pour les communautés les plus à risque ou bien les plus marginalisées dans la société. Alors, je sais que ce sont et si c'est quelque chose qui est couvert par cette comité, je pense que c'est des enseignements invalables que tu apprends, et j'espère qu'on va partager et parler un peu plus de ça. Et je sais que ça fait partie des discussions qu'on a maintenant au musée. Je pense, Junia, avec les minutes, parce que je sais que pour tout ce qu'il y a à temps, on va dire quelque chose parce que je sais, on était sur ces comités, mais peut-être pour le public ou pour les visiteurs ici, et ça c'est enregistré et ça va être sur notre site web. Alors, qu'est-ce que dès le 16 juillet, si on est un membre, ou le 18 juillet, si on va retourner au musée, qu'est-ce que le visiteur peut prévoir comme expérience? Parce que je pense que c'est pas si simple de retourner et ouvrir la porte en avant. Non. OK. Alors, peut-être juste prendre quelques minutes pour décrire le trajectoire, le trajet. Oui. Donc, le trajectoire sera un peu différent de ce qu'il était avant ce qui est survenu. Mais on espère, et puis on a travaillé fort pour qu'il soit toujours confortable, et puis mais confortable, mais en même temps sauf et sain pour nos visiteurs. Donc, un des plus grands changements que les visiteurs vont voir, en fait, c'est que l'entrée ou l'espace d'où les visiteurs vont rentrer, s'ils viennent à pied, va être changé de l'espace de la porte où normale, la porte principale, celle avant de maman, de l'araignée. Donc, ça sera plutôt l'entrée des groupes. Par contre, je ne pense pas que vous allez vous perdre. Il y aura des grosses flèches partout
pour justement indiquer ce changement de parcours. Et la raison de ce changement est bien sûr pour assurer qu'il y ait si jamais il y a une ligne ou une queue qui va se faire, qu'il pleuve ou qu'il fasse chaud, la plupart de cette ligne-là soit à l'abri à l'intérieur pour que les visiteurs soient confortables. Et puis aussi, l'autre raison de ce changement-là, c'est pour s'assurer que l'entrée et puis la sortie se font différemment. Donc, la sortie sera à la porte originellement principale, celle qui donne sur l'araignée, qui donne sur maman. Une fois que les visiteurs vont être dans l'espace, on va leur offrir un masque s'ils n'ont pas leur propre masque. Mais on sait aussi que depuis quelques jours, la ville d'Ottawa a fait en sorte à demander que les masques soient obligatoires. Donc, on vous encourage d'amener vos propres masques ainsi que vos propres bouteilles d'eau. Ah oui, on était supposé de mettre nos masques. J'oublie, ça c'est une chose qu'on voulait faire. Moi aussi, j'ai oublié, absolument. Ah oui, on va faire ça pour la prochaine, Junior. Exactement. Pour la version en anglais, si vous voulez voir nos masques, il faut revenir. Donc, puis une fois que les visiteurs vont avoir fait leur parcours dans les espaces d'attente, vous allez retrouver des flèches et puis des lignes qui séparent les deux directions dans les espaces publics, et puis ainsi que de la signalétique avant l'entrée de chacune des salles d'expo qui va vous rappeler en fait de faire attention, de respecter les 2 mètres ou les 6 pieds, et puis de permettre de payer attention à vos environnements, à votre environnement. Je suis contente que ça fait maintenant des mois que le visiteur a cette expérience dans leur ville, dans leur vie de tous les jours. Et puis, ce que ça a donné aussi, c'est qu'on a gardé ça assez tamisé ou contrôlé dans les espaces d'expo pour que les visiteurs soient confortables. Il faut aussi se rappeler qu'on va limiter le nombre de gens qui vont rentrer dans le musée. Donc, cela veut dire que vous aurez beaucoup, beaucoup d'espace pour s'assurer que vous ne rentrez pas dans quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire aussi qu'on minimise, je pense, c'est pas comme quand... Je sais que tout peut changer, dépendant de l'expérience ou dépendant ce qu'on trouve après qu'on ouvre le musée. Mais on sait que l'idée, c'est vraiment quand les visiteurs sont dans les galeries d'art, la circulation sera vraiment fluide, j'espère, un peu, sauf peut-être les plus petites salles où il faut régler un peu l'entrée et tout ça. Mais par exemple, oui, je pense que l'expérience peut être un peu... alors... On ne veut pas trop, on veut que l'expérience soit agréable et puis qu'on puisse peut-être un peu oublier le stress dans lequel on se retrouve. Donc, il faut trouver cet équilibre entre sauf et puis sécuritaire, mais aussi agréable. Et je pense juste pour peut-être, parce qu'on va terminer, ça fait un bon bout de temps qu'on se parle, mais pour moi, ce qui était, parce que je sais qu'il y avait des grandes discussions, où est-ce qu'on va mettre la billetterie et tout ça, où est-ce que l'entrée, tout ça, mais je suis très, très content qu'on a pu maintenir la billetterie dans le Grand Hall, le Great Hall. Alors, c'est la même chose, le travail que toi et tes collègues ont fait pour toute cette vision de faire l'entrée dans ce grand espace. Je pense que ça c'est toujours le même. Exactement. Donc, le billet sera donné ou acheté juste une fois que le visiteur soit rendu en haut de la rampe, permettant de garder la vision qu'on a eue l'année passée. Après de dépasser l'œuvre de Joy Arcan qui est sur la rampe, et puis en haut, on va avoir cette très, très belle sculpture de Jordan Bennett. Exactement. Alors, parfait. Ça va être vraiment, je pense qu'on est tous excités pour dire bonjour à notre public. Et alors, peut-être avec ça, je ne sais pas, on va juste donner quelques secondes s'il y a des questions, mais j'ai pas encore, je pense pas que j'ai vu. Non, alors, peut-être on a vu, j'espère qu'on a donné des renseignements, mais juste aussi pour dire que
Il va y avoir une annonce la semaine prochaine par rapport à l'ouverture avec tous les détails et puis une section sur le site web avec les questions et réponses. Alors, j'espère que tout va être là et certainement s'il y a des renseignements qui manquent, on est toujours là pour répondre à des questions sur nos réseaux sociaux, etc. Alors, avec ça, merci tout le monde. Merci Junior beaucoup pour être sur notre House Blend MBC Pause Café, pardon. On fait dans les deux langues. Pause Café MBSC cette semaine. C'est vraiment, j'apprécie votre temps parce que je sais que tu es très, très occupé ces jours. Alors, merci Junior. Beaucoup. OK, à Merci, bientôt. bye bye. OK, bye. Bye.